Hello les cuistots! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de la Toussaint ou à défaut un bon week-end ou une bonne fête d'Halloween. Parce que le mois de la terreur vient de commencer. Et moi aussi j'avais envie de vous partager une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, une vidéo d'Halloween en quelque sorte. Aujourd'hui nous allons parler de notoriété d'entreprise. On a tous en tête là quand je vous dis notoriété ou réputation, une grande entreprise qui va forcément vous passer à l'esprit et que vous avez en affinité. Je pense à Google. Je pense à Apple, je pense à Meta Facebook peut-être, qui ont vu leur réputation exploser en quelques années, mais surtout qui ont vu aussi des scandales à leur échelle. Comme dirait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et quelquefois, malheureusement, quand on a autant de notoriété, il y a aussi les scandales et les casseroles qui vont avec et qu'on a forcément envie d'enterrer quelque part sous le tapis pour pas que la presse et l'opinion publique s'en mêlent. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, on est mieux comme ça, non? Je vais quand même y aller soft, mais nous allons aborder des sujets un peu lourds. La mort, le sang, le drame, le scandale, mais aussi les haricots rouges. Et pour éviter la démonétisation, je vais quand même y aller doucement pour que les algos de YouTube soient un peu compréhensifs. Mais quand même, préparez-vous à être écœuré, à être choqué ou à être scandalisé par les propos que vous allez entendre. Et sans plus attendre, voici la première histoire. À la fin de la guerre de Sécession, le 6 juin 1886, John Pemberton, un pharmacien de Columbus, inscrit une boisson au registre du commerce que vous connaissez tous, du nom de Coca-Cola. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est une boisson dont le nom provient de deux ingrédients utilisés pour sa composition, la feuille de coca et la noix de cola. Sauf que quelques années plus tard, en 1896, une autre boisson médicinale est créée par un autre pharmacien en Caroline du Nord. Elle est rapidement nommée Pepsi Cola en 1898. En combinant les termes de pepsine, qui est une enzyme digestive, et cola, la fameuse plante des boissons gazeuses. Si cette boisson a été utilisée pour des besoins de digestion dans un premier temps, tout comme Coca-Cola, elle a rapidement gagné en popularité en tant que boisson rafraîchissante en se vendant hors des pharmacies. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la différence entre ces deux marques, Coca-Cola et Pepsi-Cola? La publicité, bien sûr. Le 25 mai 1992 aux Philippines, les spectateurs sont rivés devant leur télé pour l'annonce des résultats du gagnant du concours Number Fever organisé par Pepsi. Alors les règles sont simples. C'est un tirage au sort sur des bouchons de bouteilles et la somme en jeu est estimée à 1 million de pesos, soit l'équivalent aujourd'hui d'à peu près 58 000 euros, avec le numéro gagnant 349. Alors, le tirage au sort n'est pas nouveau. Il avait déjà été officialisé dans d'autres pays tels que le Chili, le Guatemala, l'Argentine ou le Mexique. Pepsi s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir faire ça aux Philippines parce que justement, la vente de produits Pepsi n'a jamais été aussi élevée que dans ces années-là. Mais c'est là que ça se complique. Est-ce que vous vous rappelez du fameux numéro 349 dont je vous ai parlé? Eh bien, figurez-vous qu'au niveau des usines, il y a eu un couac d'impression. Et ce n'est pas un numéro gagnant, ni même deux numéros gagnants qui sont sortis, mais bien 600 000 numéros gagnants qui ont été distribués sur des bouchons de bouteilles que les consommateurs pouvaient récupérer et consommer. Ça veut dire que si vous êtes grand consommateur de Pepsi à ce moment-là, vous avez de fortes chances de pouvoir tomber sur plusieurs tickets gagnants d'un coup. Et ça, c'est problématique pour la marque et problématique aussi au niveau de l'éthique. C'est ce qui est par exemple arrivé à ce chauffeur de bus qui avait 3 bouchons de bouteilles dont chacun avait une valeur estimée à 1 million de pesos. Ou alors cette mère de famille qui était énorme consommatrice de Pepsi et qui avait 10 bouteilles avec une valeur totale d'environ 35 millions de pesos. C'est colossal. Ça veut dire que potentiellement tous les gens qui étaient gagnants et qui avaient reçu ce fameux numéro 349 sur leur bouchon de bouteille pouvaient recevoir cette valeur de 1 million de pesos. Ils se sont tous réunis devant le siège et devant les usines de Pepsi Cola pour pouvoir réclamer leur dû. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait les dirigeants de Pepsi? Ils ont eu peur des émeutes et que ça puisse dégénérer. Ils ont alors fermé les usines par mesure de sécurité. Mais ça n'a pas marché parce que pour le coup, la population était vraiment très en colère. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire un communiqué dans lequel ils s'excusaient publiquement et dans un second temps qu'ils expliquaient aussi qu'ils pouvaient dédommager chaque personne
qui avaient reçu le numéro 349 à hauteur de 500 pesos. Ils expliquent que c'est un geste de bonne volonté. Alors forcément, ça n'a pas plu à la population, et puis ils ont ressorti derrière un deuxième communiqué expliquant que le numéro 349 n'aurait jamais dû être un numéro gagnant, que c'était le numéro 134 qui devait être tiré au sort, et que tous les numéros 349 qui étaient sortis avaient un numéro à 7 chiffres qui était erroné et qui n'était pas le numéro gagnant. C'est comme en fait si vous aviez un produit et que le code barre ne correspondait à rien. Alors là, vous vous imaginez bien que ça a créé des choses dramatiques et que les gens se sont réellement mis très très en colère par rapport à ça. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est la foire à la saucisse, réellement. Tout le monde s'en mêle, personne ne comprend ce qui se passe, tout le monde est outré, tout le monde est enragé, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de tout casser. Et c'est ce qu'ils font. Toutes les vitres sont cassées, les usines sont taguées, elles sont attaquées au cocktail Molotov, elles sont lapidées, elles sont brûlées. Il y a plein de gens qui sont blessés et la police, les habitants commencent à se bagarrer entre eux. Il y a même le NBI, le National Bureau of Investigation, qui est une autorité de justice aux Philippines qui intervient. Et il y a même l'armée qui intervient, c'est vous dire combien c'est violent à ce moment-là. C'est le chaos général. Mais le tour n'est pas terminé. Même les concurrents se mêlent à la bagarre pour justement obtenir leur part de gâteau. C'est pour vous dire, il y a même une pétition qui s'appelle la Coalition 349 qui a été mise en place par les concurrents pour descendre Pepsi Cola à ce moment-là. Mais le tour n'est toujours pas terminé. Et fun fact un peu rigolo, pas trop quand même, mais un peu rigolo, il y a même l'équipe de basket Pepsi Coke qui s'est rebaptisée 7-Up Uncolas à ce moment-là pour éviter d'être associée aux valeurs de la marque, pour dire à quel point c'était violent, gênant et surtout très honteux. Alors là, rendez-vous compte, on parle d'environ 10 000 plaintes déposées à l'encontre de Pepsi Cola pour abus de confiance. C'est énorme, c'est colossal, mais ce n'est pas le pire. Aliceta Rosario est une institutrice qui traverse la rue à ce moment-là pour aller au magasin s'acheter du riz. À ce moment-là, un camion Pepsi Cola passe à côté d'elle. Et sorti de nulle part, quelqu'un lance un cocktail Molotov sur le camion et le camion explose. Aliceta perd la vie et une petite fille de 5 ans également. Il y a aussi des cocktails Molotov qui sont lancés sur les usines de Pepsi à ce moment-là et 3 employés de Pepsi sont tués sur le coup. Et c'est à ce moment-là que c'est la descente aux enfers pour Pepsi parce que les plaintes commencent à s'entasser et les procès qui vont avec commencent à défiler au fur et à mesure du temps. Environ 22 000 personnes intentent une action en justice contre PepsiCo, avec au moins 689 poursuites civiles et 5200 plaintes pénales pour fraude et tromperie. Il y a par exemple ce couple qui était en voyage à New York et qui réclame à Pepsi 400 millions de dollars de dommages et intérêts moraux. La décision finale de leur procès n'arrive qu'en 2006 et leur procès est annulé car le tribunal de New York estime que la justice doit être rendue aux Philippines. Il y a aussi l'exemple de cette étudiante en médecine qui gagne un procès contre la marque pour plus d'1 million de pesos. En novembre 1994, des centaines de personnes manifestent lors de la venue du président américain Bill Clinton. Ils mettent le feu à une effigie en forme de bouteille de Pepsi. Les dirigeants de Pepsi Philippines reçoivent des menaces de mort et 37 camions de l'entreprise se voient saccagés, lapidés ou incendiés. La marque aurait perdu environ 17% de ses actifs en bourse, soit l'équivalent de 32 milliards de dollars depuis cet incident. Alors il y a des procès qui ont été gagnés, il y en a d'autres qui ont été perdus, d'autres acquittés, d'autres annulés. J'ai pas honnêtement trouvé d'informations satisfaisantes par rapport à cela. Je vais vous mettre quand même mes sources dans la description pour que vous puissiez voir. Et puis si vous connaissiez cette histoire, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des issues de procès qui se sont bien terminées ou pas. J'ai pas trouvé d'infos par rapport à ça. Il faut comprendre que 30 ans après, en 2024, PepsiCo a su redorer l'image de la société, notamment parce que de loi a collé sous les ponts. Et parce que aujourd'hui, c'est une société qui s'intéresse à des causes un peu plus globales, des causes sociétales et environnementales notamment, telles que l'empreinte de la taxe carbone ou alors la diminution des gaz à effet de serre ou encore l'éducation pour tous. C'est également une société cotée en bourse, valorisée à peu près à 500 millions de dollars par vente et qui a un bénéfice net d'environ 3 083 millions de dollars. Je vous mettrai également la source en description.
Shein est une entreprise chinoise fondée en 2008. Si à la base elle commercialise uniquement des robes de mariée, elle a su se diversifier rapidement pour pouvoir faire de la vente de vêtements en gros. Elle est devenue malgré elle le numéro 1 de la fast fashion devant des marques comme H&M, Boohoo ou Zara pour ne citer qu'elle. Pour rappel, la fast fashion, c'est une mouvance suivant laquelle la production de vêtements est très rapide, souvent de basse qualité, avec des vêtements très peu chers qui ne tiennent pas dans le temps. Cette production de vêtements souvent douteuse est fortement critiquée parce qu'elle a des effets néfastes sur l'environnement, mais également sur le travail forcé de ses employés. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul scandale parce que déjà en 2020, la marque avait été interdite en Inde pour des problèmes de confidentialité. Elle avait aussi été accusée de problèmes éthiques et moraux par rapport à la mise en vente d'un collier avec une svatistika dessus. Une svatistika, si vous ne savez pas ce que c'est une croix bouddhiste qui pourrait éventuellement faire penser à une croix gammée. Je vous en dirai pas plus parce que vous m'avez compris, pour des raisons de ban et de censure YouTube, je ne vous montrerai pas des images, mais bon voilà, vous m'avez comprise. Mais revenons en 2024 parce que c'est à ce moment-là que l'histoire nous intéresse et que le géant chinois nous offre cette mésaventure un peu particulière. Le lundi 11 mars 2024, une utilisatrice du nom de Anna-Marie a commandé une robe sur le site internet Shein. En ouvrant son colis, elle a découvert à côté de sa robe une fiole de sang et une boîte de haricots rouges. So I just received a package from Shein that contained a vial of human blood from a testing company. It had no name, no doctor's office, no date. The lady from the testing company said they're trying to track it down. She said that it was completely mishandled. They don't even ship to residents. They only ship blood back and forth between doctors. And she said even if it was a blood sample, it would have had to been refrigerated and it wasn't. So just totally odd. That has never happened. Et cette vidéo, elle est devenue virale. En 24 heures, elle a récolté 11 millions de vues. La cliente scandalisée tente alors de faire ses recherches parce qu'elle est furieuse et elle demande à ses internautes de pouvoir l'aider à retrouver la source de ce fameux échantillon. Alors Anna-Marie, elle téléphone au service client de Shein qui la met en relation avec le chef de l'usine de Los Angeles. Celui-ci lui confirme par A plus B que sur les caméras de surveillance, à l'emballage, il y a uniquement les articles qu'elle a commandés. Et il ne fait mention d'aucune boîte de haricots rouges, ni d'aucun échantillon sanguin. Nous continuerons à soutenir activement la cliente dans son enquête continue sur ce qui s'est passé, une fois que son colis a quitté l'établissement Shein. La fiole en question provient d'un laboratoire d'analyse et Anna-Marie, en découvrant cette horreur dans son colis, a eu peur que la fiole soit endommagée et que le sang se répande sur la robe, entachant ses vêtements et qu'il puisse être contaminant. Mais heureusement pour elle, il n'en est rien, l'échantillon est intact. Donc là, vous vous imaginez bien que Anna-Marie, elle est furax, elle téléphone au shérif local, elle téléphone à la police, mais également au Centre de prévention des maladies, la CDC. Elle téléphone également à Exact Science parce qu'apparemment, elle aurait la piste comme quoi l'échantillon sanguin viendrait de ce laboratoire-là. We called the CDC, they're aware of it and they're filing a report and they're looking into it because it's a major biohazard. We called the local sheriff. The sheriff's department came, they took the vial, they're going to be testing it, and they said that they can reach out to the CDC if they find anything concerning. Il faut savoir que le sang humain est considéré comme un risque biologique majeur car il contient des agents pathogènes qui peuvent être transmis aux individus et provoquer des maladies telles que l'hépatite B, l'hépatite C ou encore le VIH. Les experts recommandent de transporter les échantillons de sang dans 2 contenants ou 2 sacs contenant des matériaux absorbants pour éviter justement tout risque de contamination. Et donc Exact Science reconnaît bien cet échantillon et en fait c'est un échantillon qui vient de leur usine manifestement et ils reconnaissent et affirment à Anna-Marie qu'il est sans danger pour sa santé, qu'il était prévu pour faire un dépistage de cancer mais qu'il n'y a aucun agent pathogène dedans. La raison pour laquelle c'est effrayant, c'est que le laboratoire a confirmé qu'il s'agissait d'un flacon en verre. Nous nous demandons donc tous si la boîte de conserve était là pour briser le flacon et m'exposer à quelque chose. Je ne sais pas.
C'est juste du sang provenant d'un dépistage de cancer d'une personne. Nous avons vérifié qu'il ne s'agissait pas de personnes atteintes d'hépatite, de sida ou d'autres maladies à laquelle nous pourrions être exposés. Mais c'est quand même du sang d'une autre personne. Je veux pas y toucher. Le docteur Ryan Marino, médecin urgentiste et toxicologue, a déclaré que si le tube arrivé dans le colis était déjà scellé, le risque de propagation de maladie était très faible. Cependant, il estime que cet incident est aussi très préoccupant. Cela pourrait très bien indiquer des problèmes importants dans le traitement ou la manipulation des échantillons biologiques qui pourraient représenter un risque plus élevé que le simple fait de devoir jeter un tube de sang scellé, a-t-il déclaré. Lindsay Dickinson, porte-parole de Exact Science au moment des faits, travaillait avec la société de transport qui livrait le colis à Anna-Marie pour déterminer pourquoi cette fiole s'était retrouvée dans sa commande. Et du coup, on sait de sources sûres aujourd'hui que c'était la société FedEx qui était en gage de faire la livraison au moment des faits. Donc Anna-Marie commence à contacter FedEx à maintes reprises pour avoir une explication, sans grand résultat. L'entreprise m'avait essentiellement ignorée. Elle m'avait traité de manière très irrespectueuse. Finalement, FedEx finit par faire des excuses publiques à Anna-Marie et lui explique que l'entreprise était actuellement en train de prendre des mesures appropriées pour pouvoir régler le problème. Aujourd'hui, c'est le mystère total. Personne ne sait comment cette boîte de haricots rouges et cet échantillon se sont retrouvés dans ce colis sans que personne ne le sache, emballés et envoyés. On sait par avance de sources sûres que Anna-Marie va bien, qu'elle est en bonne santé, mais que dorénavant, elle va s'y prendre à 2 fois avant d'ouvrir un colis à main nue, et que dorénavant, elle va porter des gants pour pouvoir ouvrir tous ses colis. On sait également qu'elle encourage sa communauté à le faire, également ses proches. Je commande chez Shein parce qu'ils proposent de superbes vêtements. Est-ce que je commanderai à nouveau chez eux? J'en doute. Pour cette troisième histoire, on va s'intéresser à McDonald's. Alors, on l'a vu précédemment pour Shein, c'est pas parce que vous avez une giga réputation en termes d'entreprise que ça vous protège de tous les scandales. Et au contraire, plus votre réputation est grosse, tout aussi gros sont les scandales. Et d'ailleurs, McDonald's ne fait pas exception à cette règle-là. Il y a même une page sur internet Wikipédia qui recense tous les procès que McDonald's a fait contre ses clients dans les années 1990-2000. C'est pour vous dire à quel point les scandales, ils en ont essuyé pas mal. Et pour le coup, ce qui va nous intéresser, et celui que je vais vous raconter et détailler, ça va être le tout dernier. Stella Liebeck est une vieille dame âgée de 79 ans au moment des faits. Elle accompagne son petit-fils à l'aéroport et achète un gobelet de café au McDrive du McDo de Albuquerque. Son petit-fils Tiano garde la voiture pour qu'elle puisse y ajouter le sucre et le lait, mais le couvercle reste désespérément coincé. Et comme dans la voiture, il n'y a pas de porte-gobelet et que le tableau de bord est en pente, pour enlever le couvercle du gobelet, elle est obligée de poser le gobelet entre ses 2 genoux et d'ouvrir avec ses 2 mains. Mais en tirant dessus, il se détache brutalement et renverse le café brûlant à 82 degrés sur ses vêtements en coton, sur ses cuisses, ses genoux, son entrejambe, son aine, ses fesses et sur le siège. Malheureusement, la pauvre dame a été brûlée jusqu'aux couches du muscle et du tissu adipeux. 90 secondes, c'est le temps nécessaire qu'il a fallu pour que sa peau, à 16%, soit brûlée au 2e degré et à 6% au 3e degré. Tout de suite après cet incident, elle est emmenée aux urgences au Northside Presbyterian Hospital pour recevoir des soins et elle recevra une greffe de la peau qui vont la faire s'immobiliser pendant des mois. La pauvre dame, malheureusement, aura un handicap définitif et irréversible à vie. Pendant sa convalescence, elle devra rester quasi immobile pendant presque 2 ans. 2 ans pendant lesquels elle aura des difficultés pour marcher, pour s'asseoir ou même pour s'allonger. Son chirurgien dira même que c'est les blessures et les brûlures les plus graves qu'il ait jamais vues sur un patient. Pour ce qui est des frais médicaux, Madame Liebeck contacte rapidement McDonald's pour pouvoir prendre en charge le reste des frais. Donc, c'est-à-dire pendant toute sa convalescence et puis pour tout le reste à vie, puisque maintenant elle sait qu'elle va avoir des séquelles. Et en plus de ça, elle demande aussi à prendre en charge le salaire de sa fille qui était venue l'aider pendant sa convalescence. Elle demande un total d'environ 20 000 $. Mais McDonald's, lui, est d'accord pour lui refiler 800 $ forfaitaires. Alors, elle refuse bien évidemment cet accord et elle attaque
la firme à l'Arche Dorée en justice. La plainte est déposée le 3 décembre 1993 devant la District Court de Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et le procès n'a lieu que le 18 août 1994 devant un jury, car McDonald's refuse 2 accords de dédommagement. Le premier, d'un montant de 90 000 $ réclamé par l'avocat de Madame Liebeck, et le deuxième, par un médiateur à hauteur de 225 000 $. Le fond du débat pendant le procès permet de montrer que McDonald's servait sciemment du café très chaud, extrêmement chaud à ses clients, avec une température comprise entre 82 et 88 degrés. Et cette température excessivement chaude permettait aux clients de pouvoir prendre le café et de voyager jusqu'à son bureau et de garder son café constamment chaud pendant une durée bien plus longue. Sauf que la défense met en avant qu'il n'y a aucune mention qui permet de déterminer à l'utilisateur que le café est à une température dangereuse pour la consommation. Mais vous voulez savoir le plus inquiétant et le plus grave dans cette histoire? C'est que McDonald's savait qu'il y avait d'autres cas similaires à celui de Madame Liebeck durant 10 ans, entre les années 1982 et 1992. Des cas de brûlures excessivement graves. Environ 700 cas avaient été répertoriés par McDo et indemnisés à hauteur d'environ 500 000 $ pour chacun des cas. Et ces cas concernent des adultes, mais également des enfants, ou parfois des nourrissons. Mais écoutez la suite, parce que c'est pas fini. L'entreprise a décidé et a déclaré qu'avec les millions de tasses qui sont vendues chaque jour, le nombre de brûlures n'était pas significatif, du moins pas assez pour être exposé au grand jour. Selon l'association des avocats de procès au Texas, les témoins de McDonald's ont déclaré que l'entreprise n'avait pas l'intention de baisser la température, comme l'a déclaré un témoin. Non, il n'existe actuellement aucun plan visant à modifier la procédure que nous utilisons à cet égard. McDonald's a admis que son café n'est pas propre à la consommation lorsqu'il est vendu, car il provoque de graves brûlures s'il est renversé ou bu. Le juge Robert Scott a déclaré que le comportement de McDonald's était cruel envers ses clients. Le lendemain du verdict, les médias ont rapporté dans la presse que le café qui était vendu au McDonald's de Albuquerque, celui où Madame Liebeck s'était brûlée la veille, avait été descendu à 70 degrés contre 82 degrés. Donc en gros, ils ont baissé la température du café. Bon, le café est toujours aussi chaud parce que 70 degrés, on est d'accord que c'est pas une mesure tenable pour boire un café. Et que ce 70 degrés permettait justement à une personne de ne pas se brûler avant 60 secondes de contact sur la peau, contre 2 à 7 secondes avant. Donc en fait, en gros, McDonald's affirme que c'était une mesure de sécurité supplémentaire prise par rapport au verdict du procès Liebeck contre McDonald's. Mais le tour n'est toujours pas terminé. Lors du procès, le jury déclare à 80% Madame Stella Liebeck responsable de l'incident et à 20% McDonald's Albuquerque. McDonald's est condamné à devoir lui verser des dommages à intérêts d'environ 200 000 $ et reçoit également une peine de 2 700 000 $ punitif sur les bénéfices de ses ventes de café. Il faut savoir qu'environ une vente de café pour McDonald's par jour, c'est à peu près 1,3 million. Donc là, ils ont été sanctionnés sur les bénéfices de leur vente de café à la journée. Faut savoir que McDonald's a bien entendu refusé. Ils ont fait appel et ils ont essayé de négocier un montant qui est nettement inférieur à ce qui était demandé. Et le montant qui, à ce jour, est connu est à peu près autour des 300 000 $, ce qui n'est absolument pas suffisant pour dédommager toute une vie. Cette histoire tragique se termine avec le décès de la plaignante le 5 août 2004, lorsque Stella Liebeck a 91 ans. Elle s'éteint dans la douleur et sa fille dira que les 300 000 $ qui étaient insuffisants et qu'elle a reçus de son procès n'auront jamais servi à améliorer sa qualité de vie et que, au contraire, toutes les procédures judiciaires et toutes ces brûlures l'auront dégradée jusqu'au bout. Elle dit aussi que l'argent qui a été reçu lors de son procès a juste servi à pouvoir payer l'infirmière à domicile pour pouvoir la soigner jusqu'à la fin. Pour cette dernière histoire, on va quitter les États-Unis et nous diriger en France. On va parler de la SNCF. Je n'ai pas besoin de vous présenter cette société de transport urbain, bien connue pour son respect des règles et de la ponctualité. Mais c'est une autre histoire qui va nous intéresser ici.
Nous sommes en 1997 à Bushman. Un salarié de la SNCF de la brigade d'équipement d'Angers Sud trouve la mort percuté par un TGV sur les voies de chemin de fer. Bien que son corps soit rendu à sa femme, cette dernière déclare qu'il manque la chaîne et la médaille de son époux. Alors ses collègues décident d'effectuer des recherches sur le lieu du drame pour pouvoir regarder s'ils trouvent les effets personnels parmi les restes humains éparpillés sur les rails. On a été tous sur le terrain et de là, il restait plein de débris de mon collègue. Notre chef d'équipe m'a demandé de ramasser, j'ai refusé. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas le faire. Alors pour ne pas ébruiter l'affaire, les supérieurs de la SNCF demandent à un cheminot nommé Pascal de pouvoir enterrer les restes dans un sac poubelle au milieu d'un terrain vague à l'abri des regards. Puis en début d'après-midi, il m'a mis une sac poubelle sur un établi devant moi et il m'a dit tu fais un trou derrière la brigade, tu vides le sac dedans, tu mets le sac par-dessus et tu rebouges bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de chien à venir creuser là-dedans. Vous l'avez fait donc? Oui, je l'ai fait, oui, j'étais complètement hors circuit, je réalisais pas ce que je faisais, j'avais ce sac devant moi avec les débris de mon collègue, tout. Il y avait l'accident qui avait eu lieu le vendredi, on était retourné le matin sur le terrain, j'ai essayé de me trouver pourquoi j'ai fait ça, parce que je m'en veux beaucoup d'avoir fait. Le cheminot sombre alors dans une profonde dépression en 2006 et prend 30 kilos. Il fait 2 tentatives de suicide en 2008, après avoir alerté ses supérieurs sans aucun résultat. Et ma femme m'a dit, bah, écoute, de toute manière c'est grave, tu peux pas garder ça pour toi, va le voir demain et demande-lui pourquoi. Et le lendemain, quand je suis venu en parler, il m'a dit que si ça se savait, il y aurait beaucoup d'histoires et tout. De penser à ses enfants, tout ça. Et effectivement, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, faut pas le dire, quoi, parce qu'il y a ses enfants, ça va encore les traumatiser encore plus et tout. Et puis voilà. J'en ai parlé au médecin du travail, médecin d'établissement à l'époque, qui m'a dit qu'il fallait pas que je me travaille trop la tête, bon, c'était que des morceaux d'enveloppe humaine, tout ça, il fallait pas que je pense à ça et tout. J'en ai parlé plusieurs fois, j'ai essayé d'en parler, mais chaque fois on me disait que c'était pas la peine de déballer ça, surtout pas de le déballer sur la place publique, quoi. Jusqu'en 2006 où j'ai vraiment craqué, j'ai tout raconté au directeur que j'avais à l'époque, et qui n'était pas le même de l'année des événements, qui lui m'a dit mais c'est pas possible, il faut pas rester comme ça. Il m'a mis en place un suivi psychologique. Quelque temps après, il s'est retrouvé muté. Et là, après, on m'a retiré ce suivi. Et puis, j'ai continué de garder ça pour moi. Mais c'est en 2008 que le cheminot Pascal attaque la SNCF au prud'homme pour atteinte au contrat de travail et manquement à l'obligation de loyauté. Cette année-là, en 2008, il porte alors plainte au parquet d'Angers pour inhumation sauvage, mais la prescription des faits l'empêche d'aboutir. Cependant, son chef d'équipe va toutefois reconnaître les faits. C'est une exécution fautive du contrat de travail, et le préjudice, c'est une dépression avec 2 tentatives de précise l'avocat. La priorité, ce ne sont pas les indemnités. Il veut demander la reconnaissance de la faute de l'employeur, précise Maître Boulet. La justice finit par donner raison à Pascal, et la société de transport est condamnée à lui verser 45 000 € de dommages et intérêts. Cette somme, Pascal a décidé de la verser en partie à l'orphelinat de la SNCF. Selon un article de la Dépêche en 2011, la famille de la victime, bien que traumatisée par les dires de Pascal, pourrait éventuellement se mettre avec lui et attaquer de nouveau la SNCF pour ce manquement et cette dégradation de l'humain pour le membre qui a été enterré dans ce sac poubelle. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'issue satisfaisante à cette histoire. Je ne sais pas comment ça se termine, s'il y a eu une procédure, une décision de justice plausible par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire et si vous connaissez l'issue surtout. J'aimerais bien le savoir juste au moins pour clôturer ce chapitre-là. Merci d'être resté avec moi pendant tout le long de la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré pouvoir tourner ce format-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis surtout, commentez-moi scandale si vous voulez que je refasse une autre vidéo avec d'autres entreprises et leurs propres casseroles. Partagez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les cuistots pour d'autres recettes. Salut!